Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, le principe de l'asile et les droits des réfugiés ont été forgés dans les heures les plus sombres de l'histoire humaine. En France, le préambule de la Constitution de 1946 en a posé un énoncé clair. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. En droit international public, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui pose la première définition de réfugié dans son article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Cette définition est complétée par la Convention de Genève, en 1951, qui stipule que toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Ces textes constituent des avancées progressives qui ont été forcées par des événements tragiques. Avec cette proposition de loi, la volonté n'est pas de réduire l'existence des causes dramatiques qui causent le déplacement de plusieurs milliers de personnes. L'objectif de ce texte est malheureusement de réduire la portée de l'asile. C'est un texte qui va contre le sens de l'histoire. Or, ce que nous souhaitons, c'est être à la hauteur des principes qui, depuis plus de 50 ans, irriguent notre politique d'accueil des personnes en exil. Voilà pourquoi, et je ne crois pas vous étonner, nous sommes absolument, résolument et définitivement défavorables à ce texte. Deux raisons principales à cette motion de rejet. D'une part, cette proposition de loi qui s'intitule « Application du régime d'asile européen » dépasse en réalité les préconisations européennes et s'inscrit dans un mouvement résolument sécuritaire, inapproprié lorsque nous parlons de vie et de souffrance humaine. D'autre part, les préconisations européennes ne nous conviennent pas et nous devrions plutôt engager un rapport de force au sein de l'Union afin que soient révisées les directives sécuritaires et les règlements qui nous lient en matière du droit des étrangers et des étrangères. De notre point de vue, et ce n'est pas le seul, cette proposition de loi constitue en effet une systématisation de l'enfermement. La justification politique de cette loi prétend tirer les conséquences des arrêts qui ont été rendus par la Cour de justice de l'Union européenne le 7 mars 2017, qui impose aux États de fixer une déclaration contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées des raisons de craindre la fuite du demandeur. La Cour avait estimé que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité du placement en rétention. Au fondement de cet arrêt, le principe de l'article 6 de la Charte européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. Tirons les conséquences et reprenant la formule quasiment au mot près de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation a, le 27 septembre 2017, appelé le législateur et la législatrice à intervenir pour définir ce qu'était le risque de fuite. Voilà donc où nous en sommes. Mais de notre point de vue, ce texte profite de la brèche ouverte par les cours pour dépasser la mission qu'elles nous ont donnée. Aujourd'hui, s'il est adopté, nous n'allons pas seulement définir cette notion du risque de fuite afin de pouvoir placer en rétention des personnes, mais nous allons, notamment par l'article 2, systématiser l'enfermement des demandeuses et des demandeurs d'asile. Dans cette proposition de loi, l'enfermement devient la règle et la liberté transformée en exception. Pour résumer votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, vous faisiez la semaine dernière cette réponse. La question qui se pose, c'est souhaite-t-on que cette possibilité de placer en rétention puisse se faire dès le début de la procédure? Nous pensons que oui. Eh bien là encore, je ne vais certainement pas vous étonner en vous disant que nous, à la France Insoumise, nous pensons que non. Actuellement, en effet, quand la France veut renvoyer une personne soumise à la Convention de Dublin, elle doit d'abord demander à l'État européen qui a enregistré ses empreintes digitales si ce dernier accepte sa réadmission. Si c'est le cas, elle peut procéder au transfert. Jusqu'à maintenant, le droit français ne permet de placer en rétention qu'après décision de transfert. Si la proposition de loi est votée, le placement en rétention sera possible dès le début de la procédure. À cet instant de mon exposé, permettez-moi, mes chers collègues, de vous faire part de notre étonnement, pour le moins, sur le fait que cette disposition ne frappe pas plus que ça votre sens de la justice. Nous sommes en effet en train de discuter d'un texte
soumis au vote de la représentation nationale, qui va rendre possible l'enfermement de personnes sans aucune autre raison que le fait qu'elles viennent demander l'asile. Vraiment, il nous semble que cela devrait tous et toutes nous interpeller gravement et nous faire réfléchir à deux fois. Les principaux acteurs et actrices de l'aide aux migrants et aux migrantes ont rappelé, mercredi 29 novembre, à Emmanuel Macron, le principe d'accueil inconditionnel de leur action, à l'opposé du contrôle et de la surveillance qu'elles redoutent de voir monter en puissance, à travers les législations telles que celle qui nous est soumise aujourd'hui. Je cite, « Le socle de nos missions se fonde sur le principe de l'accueil inconditionnel. Ce principe concerne toute personne en situation de détresse présente sur le territoire qui a le droit à un hébergement et à un accompagnement, et ce, quel que soit son statut administratif. » C'est ce qu'affirment les 22 associations signataires dans une lettre ouverte au chef de l'État, dont la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, le Secours catholique, le SAMU social de Paris et Médecins du Monde. Elles tenaient dans cette déclaration à exprimer leur, je cite, « vives inquiétudes face à l'évolution de l'accueil des étrangers et des étrangères et du rôle attribué aux associations dans l'orientation de ces publics. » Cette nouvelle logique étendrait de façon inédite et disproportionnée l'enfermement des personnes en procédure de Dublin, renchérit la CIMAD dans un communiqué. Actuellement, la rétention, qui n'a lieu qu'entre la décision de transfert des personnes et le transfert effectif, ne concerne qu'un peu plus d'un cas sur deux. En effet, seuls 56% des États acceptent qu'un demandeur ou une demandeuse d'asile leur soit renvoyé. Vous prenez donc un virage sécuritaire et dépassez largement le cas du petit nombre de personnes concernées initialement par les arrêts de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire les personnes qui sont soumises à la procédure de Dublin et parmi elles, celles qui ont fait l'objet d'une décision de transfert. Ce changement de perspective nous inquiète vivement, et pas que nous d'ailleurs, comme vous avez pu le constater avec les références que j'ai faites de l'interpellation des associations de défense des droits humains. Cela nous inquiète vivement sur, justement, les futurs projets du gouvernement en matière du droit des étrangers et des étrangères que nous aurons l'occasion d'examiner dans cette Assemblée. Notre second motif d'inquiétude concerne le droit européen. C'est le droit européen qui, de notre point de vue, montre ses défaillances et qui devrait plutôt être réformé dans un sens à l'opposé de celui que vous entamez. Nous avons le devoir de constater l'épuisement du système européen en matière d'asile. Aujourd'hui, les États européens pratiquent la gestion des flux et beaucoup ne peuvent pas assurer leur responsabilité dans l'examen d'une demande d'asile. Preuve en est la situation très préoccupante en Hongrie, dénoncée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui appelle à suspendre tout envoi de demandeurs et de demandeuses d'asile vers ce pays. L'Italie connaît de nombreuses défaillances systémiques. Il peut s'écouler plusieurs mois entre le dépôt de la demande d'asile et son enregistrement formel. Les centres d'accueil pour demandeurs et demandeuses d'asile ne possèdent en effet que 2000 places et depuis début 2017, plus de 10 000 migrants et migrantes sont arrivés en Italie. En Grèce, cette année encore, des cas de torture et de mauvais traitements ont été signalés. Les conditions de détention sont particulièrement préoccupantes. La Cour européenne des droits de l'homme a conclu que la Grèce avait enfreint la Convention européenne des droits de l'homme pour mauvaises conditions de détention et ou absence de recours effectif contre ces mauvaises conditions dans 9 affaires qui concernaient des personnes détenues à Larissa, Salonique, Trikala et Cromotini. En France, on pourrait citer en matière de financement le fait que votre proposition fait peser un risque évident de sous-budgétisation. En effet, alors que les demandes d'asile devraient augmenter de 10% en 2018, le budget de la mission Immigration, Asile et Intégration n'augmente que de 6,2% entre 2017 et 2018. Nous avons eu ce débat lors des discussions du budget et n'avons toujours pas eu des réponses par rapport à cette interpellation qui, pour nous, marque l'insincérité d'une partie de ce budget. Les hausses d'effectifs sont clairement insuffisantes et globalement, le manque de moyens est flagrant. Plus généralement, d'un point de vue même purement pragmatique et réaliste, il est vain de durcir le cadre, comme vous le proposez, alors même que seulement 6% des dites procédures de Dublin sont menées à leur terme. Le droit européen doit donc être réformé. Nous avons été interpellés, et je pense que vous avez dû l'être aussi, chers collègues, par nombre de citoyens et citoyennes engagés bénévolement dans la solidarité quotidienne auprès des migrants et des migrantes, et dont je voudrais d'ailleurs ici saluer l'action au quotidien qui fait honneur à notre pays.
Elles et ils nous ont notamment rappelé les propos tenus par Emmanuel Macron en janvier 2017 à propos des 10 accords de Dublin. Il faut, disait le président candidat à l'époque, les améliorer car ils ont des effets pervers. Je suis pour une réforme qui permette une vraie coordination européenne. Ces citoyens et citoyennes engagés ont depuis, à la lecture notamment de cette proposition de loi, grandement déchanté dans l'intention du président Macron. Le droit européen n'est pas conçu pour faire face au type de flux migratoires que nous allons avoir à gérer internationalement à l'avenir. En l'état actuel des choses, il nous est pourtant nécessaire de réfléchir à une façon, non pas de parquer les gens comme des animaux, mais de pouvoir les accueillir dignement. En 2015 et 2016, le ministère de l'Intérieur constate qu'il y a eu une augmentation de 7,1% des demandeurs et demandeuses d'asile. Au vu de la situation internationale que nous connaissons, des ravages du changement climatique, de l'accroissement des inégalités et de la paupérisation de populations entières du fait de la mondialisation néolibérale, des situations de guerre et de conflits qui font rage partout dans le monde, ces demandes ne vont pas s'épuiser. Or, nous aurions les moyens de pouvoir accueillir dignement ces personnes qui fuient des situations dramatiques. Car le traitement médiatique et politicien a tendance à véhiculer une perception erronée des phénomènes migratoires. Non seulement ce sont les pays du Sud qui accueillent la majeure partie des populations migrantes, mais en plus, selon l'INED, ce sont seulement une et deux personnes qui arrivent en France pour 1000 habitants et habitantes par année. Alors, pourquoi choisir de dépenser chaque année des millions d'euros à instituer des politiques sécuritaires et mortifères? Oui, mortifères, parce que depuis le début des années 2000, au moins 35 000 personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l'Europe. Rien qu'en 2016, il y a eu 5 000 décès dans la mer Méditerranée, transformée aujourd'hui en un immense cimetière marin. En Libye, partenaire de l'Union européenne pour assurer la frontière sud de l'Europe, des migrants sont rendus en esclavage. Oui, aujourd'hui, en 2017, par ces politiques qui font de l'Europe une forteresse anti-migrants et migrantes, par la délégation de la gestion des flux des migrants et des migrantes, comme s'il s'agissait d'une ville activité dont nous souhaitions déléguer, sans nous assurer plus avant que tous les garde-fous étaient posés, l'Union européenne porte une part de responsabilité, même indirecte, dans la mise en servage d'êtres humains. C'est notamment ce qu'a dénoncé Amnesty International dans un récent communiqué sur le sujet. Alors, la proposition de loi que vous nous soumettez aujourd'hui résonne pour nous et pour beaucoup d'autres comme un mauvais tocsin, puisqu'elle fait de l'enfermement et de la gestion sécuritaire des flux d'arrivants et d'arrivantes les deux fondements de la politique de l'asile que vous souhaitez mener. Je tiens pour terminer à vous rappeler ici les termes du préambule de la Convention de Genève de 1951, qui dit que l'Organisation des Nations Unies a manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous souhaiterions vivement que la France et la représentation nationale à travers ce débat honorent cet engagement international, qu'elle fasse preuve de solidarité, qu'elle fasse preuve d'humanité. C'est pourquoi nous vous demandons de voter cette motion de rejet.